Je l'ai vu pour la dernière fois à 19h42, sous le lustre en cristal de l'hôtel de Montpensier, quand sa silhouette s'est dissoute dans un murmure de parfum et de pouvoir. Léo, héritier discret de l'Empire du Diamant, m'a glissé une clé froide dans la paume. Si je tarde, ouvre le coffre azur. Puis il a disparu entre deux poignées de main. La salle bruissait de promesses dorées. Sénateur au sourire laqué, banquier parfumé à la réussite, collectionneur d'art aux doigts impatients. Léo avançait parmi eux comme un secret vivant. Il devait rejoindre, 20 minutes plus tard, un dîner privé sur un yacht amarré au quai de Billy. Il n'y est jamais monté. Le fleuve, lui, n'a gardé aucune empreinte. À 20h13, j'ai appelé son portable. Une sonnerie, puis un silence épais, comme si la ville retenait sa respiration. J'ai revu son regard dans la glace du salon. Une peur polie, un calcul fébrile. 2 rendez-vous, une seule vérité, avait-il murmuré. Je n'ai pas su laquelle le dévorait déjà. J'ai pris un taxi, la clé serrée au point d'avoir la marque dans la peau. Le coffre azur reposait derrière une tenture de velours, dans l'appartement secret où Léo cachait de petites choses qui pesaient lourd. Lettres scellées, photos à la lumière oblique, un bracelet d'émeraude sans écrin. Le code a cédé, docile. L'absence, elle, s'est raffermie. À l'intérieur, j'ai trouvé un dossier cartonné, noces de sang, une invitation à un bal masqué, taché d'une auréole de champagne, et un polaroid, Léo, presque heureux, avec une femme dont on ne voit que la nuque et un diamant vert à l'oreille. Au verso, 3 mots, entre 2 mondes. Puis, derrière moi, une porte a claqué. Je m'appelle Alix Vaudreuil. Depuis l'enfance, j'ai appris à marcher dans les coulisses du luxe comme on traverse un jardin de ronces. Avec élégance, mais enseignant. Léo est mon ami le plus ancien et parfois mon frère de fortune. Je suis devenue sa confidente, puis son ombre. J'archivais ses promesses, je lisais ses silences. On croit que les héritiers de diamants ne disparaissent pas. Ils s'éclipsent. Faux. Ils se dissolvent dans des pactes qui ne portent jamais leur nom. Léo avait 2 rendez-vous ce soir-là. L'un avec le pouvoir officiel, l'autre avec un pouvoir qui n'apparaît sur aucun organigramme. Entre ces 2 marées, il a glissé, comme une bague trop large au doigt. L'appartement secret où je garde ses artères administratives sent le cuir, le musc et la poussière des secrets. Sur la console, les bijoux prêtés par des maisons qui n'admettent pas la perte. Dans la bibliothèque, des mémos griffonnés au crayon, des initiales qu'on devine, des heures qu'on rature. Il m'avait demandé de veiller sur ses traces. Je n'ai pas su le retenir. Cette histoire n'est pas une enquête policière. C'est une confession. Je vous dirai ce que j'ai touché. Lisse et tranchant, comme une vérité taillée en taille émeraude. Je vous dirai ce que j'ai vu. Une ville qui brille de trop près. Un bal où les masques coûtent plus cher que les visages. Et je vous dirai ce que j'ai perdu, la naïveté de croire que l'amour ne brûle pas. Si vous m'accompagnez, je vous montrerai les derniers instants, les amours interdits, le cercle qui serre, les pistes qu'on nous défend et la vérité qui ne pardonne pas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Le soir de sa disparition, je l'ai observé depuis l'ombre d'un miroir vénitien. Léo, vêtu d'un smoking de soie noire, traversait le hall de l'hôtel avec cette nonchalance étudiée que seuls les héritiers savent revêtir. Les diamants scintillaient à ses manchettes, comme pour rappeler que sa lignée brillait plus que la lumière elle-même. Mais derrière son sourire poli, je devinais une inquiétude sourde, une crispation qui ne lui appartenait pas. La réception battait son plein. Diplomates, magnates de l'énergie, artistes adulés, tous se pressaient autour des buffets illuminés. Le champagne coulait en cascade. Les conversations se mélangeaient en un brouillard de flatterie et de manigance. Léo s'inclinait, serrait des mains, posait une main légère sur une épaule influente, mais ses yeux, eux, s'échappèrent toujours vers la porte vitrée donnant sur la cour intérieure, comme s'il guettait une silhouette interdite. À 19h45, il s'est éclipsé sous prétexte d'un appel urgent. Je l'ai suivi à distance, traversant un couloir feutré au tapis cramoisi. Son pas s'accélérait, ses gestes perdaient en élégance. Il a sorti son téléphone, mais au lieu de composer un numéro, il a contemplé un message déjà ouvert. Je n'ai pas vu le contenu, seulement le tremblement léger de sa main.
Puis, il a glissé l'appareil dans sa poche et s'est dirigé vers l'ascenseur. Dans la cabine, il n'était plus l'héritier triomphant, mais un homme traqué. Il a ajusté sa cravate, inspiré profondément, et ses lèvres ont dessiné un nom que je n'entendais pas. Au 7e étage, il est sorti, m'obligeant à attendre la cabine suivante pour ne pas éveiller ses soupçons. Quand je l'ai rejoint, le couloir était désert. Seul un parfum boisé, mêlé à une fragrance féminine, flottait encore dans l'air, fragile trace d'un rendez-vous clandestin. Je l'ai retrouvé quelques minutes plus tard dans le salon privé de l'hôtel, réservé aux invités dont les noms ne s'écrivent jamais sur les registres officiels. Autour de lui, des visages dissimulés derrière des masques de velours, comme s'il s'agissait déjà d'un bal interdit. Léo s'est penché vers une femme en robe d'émeraude, dont la nuque était ornée du même diamant vert que j'avais découvert dans son coffre. Leurs mains se sont frôlées, un geste trop intime pour n'être qu'un hasard. Lorsque leurs regards se sont croisés, j'ai senti que je n'étais plus un simple témoin. J'étais intrus dans un théâtre dont je ne comprenais pas toutes les règles. Léo a glissé quelque chose dans la main de la femme, peut-être une enveloppe. Puis il a quitté la pièce sans un mot, son visage pâle, tendu, comme s'il venait de signer un pacte invisible. Je l'ai suivi encore, mon souffle court, effrayé de ce que je découvrirais. À 20h10, il s'est arrêté devant une voiture noire garée discrètement près de la sortie de service. Le chauffeur, un homme massif au regard impassible, a ouvert la portière. Léo a hésité une fraction de seconde, comme un condamné devant l'inévitable. Ses yeux ont balayé la cour, et un instant j'ai cru qu'il m'avait aperçu. Mais il est monté dans la voiture, qui a démarré sans bruit, avalée par la nuit parisienne. J'ai tenté d'appeler son portable, mais il sonnait dans le vide. J'ai couru jusqu'au quai des Billy, où l'attendait le yacht illuminé. Sur le pont, des verres scintillaient déjà, des rires s'élevaient, des toasts s'entrechoquaient. Mais Léo n'est jamais venu. Les convives, habitués aux caprices des puissants, n'ont rien remarqué. Moi, je savais que son absence n'était pas un retard, mais une cassure. Quelque chose s'était effondré dans l'ombre. J'ai interrogé le capitaine du yacht. Il a souri, haussé les épaules et parlé d'un contretemps d'affaires. Mais ses yeux se sont détournés trop vite, comme s'il connaissait une vérité qu'il n'avait pas le droit de prononcer. J'ai senti la panique monter en moi, glaciale et acide. Le monde autour de moi continuait de danser, mais mon univers, lui, venait de se fissurer. Ce fut la dernière fois que quelqu'un l'a vu. Un héritier de diamants, aspiré entre deux rendez-vous de pouvoir, englouti par une nuit sans retour. Et moi, je suis restée avec une clé, une image obsédante d'une femme en robe d'émeraude, et la certitude que derrière les lustres étincelants, un piège s'était refermé. J'ai rouvert le coffre azur au petit matin, quand la ville portait encore l'odeur humide des trottoirs lavés. La clé avait laissé une marque sur ma paume, comme une alliance involontaire. Sous le dossier « Noces de sang », j'ai trouvé 3 enveloppes scellées à la cire vert sombre, toutes marquées d'un même monogramme, 2 lettres enlacées, E et V, qui semblaient s'embrasser et se blesser à la fois. Dans la première, un reçu de joaillerie, griffé d'un nom que je n'avais jamais vu associé à Léo, Élise Verhoeven. La note mentionnait un diamant vert antique, monture discrète, paiement en liquide, retrait hors catalogue. Au dos, une ligne, rappelait la discrétion promise. La boutique appartenait à une maison assez puissante pour étouffer un scandale en l'achetant. La deuxième enveloppe contenait des photographies instantanées, prises au bal masqué des beaux lieux, là où l'argent se part de soi pour oublier qu'il salit les doigts. Léo, masque noir, costume de velours. À son bras, une femme en robe d'émeraude, nuque offerte, même diamant à l'oreille. Dans une image floue, leurs doigts se nouent derrière un paravent. Dans une autre, ils s'éloignent d'une terrasse où un sénateur rit trop fort. L'interdit ne brillait pas. Il étouffait. Dans la troisième, une lettre sans salutation ni signature, il y a des promesses qu'on n'écrit nulle part. Tu sais lesquelles? Le yacht n'est qu'une scène. La coulisse t'attend au 7e. Minuit moins 5. Ne viens pas seul. J'ai relu 3 fois. Puis j'ai pensé à ma place dans cette histoire. J'avais été, sans le vouloir, le pas seul de Léo. Et pourtant, il avait disparu comme si j'étais invisible. J'ai cherché Élise Verhoeven dans mes carnets, ces annuaires officieux où l'on classe les visages par leur dangerosité. Rien. Puis, un nom adjacent a transpercé la page.
Vandermeer. Les Vandermeer, famille d'industriels frontaliers, fortunes anciennes en pierres et métaux rares, liens feutrés avec des ministères. Une rumeur tenace disait qu'ils soignaient leurs secrets à coups de fondations caritatives. Élise, peut-être, était la branche qu'on ne mentionne pas. Au Café du Faubourg, j'ai rejoint Oriane, archiviste officieuse des vanités parisiennes. Elle a ri sans joie. Élise n'est pas une apparition, Alix. C'est un fantôme domestiqué. Elle m'a expliqué le protocole. Fille née hors mariage d'un patriarche trop généreux, éduquée loin de la presse, revenue comme assistante culturelle d'une fondation. Des dîners privés, des galas discrets, des épitaphes vivantes. On l'aperçoit, on l'oublie. Sauf si on la remarque. Léo, évidemment, avait remarqué. Oriane m'a confié un carton. Invitation, liste d'invités, échange courtois aux phrases ciselées. J'y ai vu la couture invisible reliant Élise à un conseiller ministériel, à un marchand d'art, à une journaliste célèbre pour ses silences sélectifs. Entre les lignes, la forme d'un triangle apparaissait. Léo, Élise et un troisième angle sans visage. Un amour interdit ne naît jamais seul. Il appelle une géométrie de mensonges. Le soir, j'ai poussé la porte d'un hôtel particulier où l'on vend des tableaux à des prix qui garantissent l'oubli. La galerie était baignée d'une lumière verte et or. On y montrait des toiles anonymes attribuées à l'école de. Dans un salon latéral, j'ai reconnu la nuque d'Élise. Le diamant vert, comme une luciole captive. Elle parlait bas avec un homme dont le par-dessus semblait taillé dans de la menace. Je me suis approchée, à portée d'écho. Le mot « coffre » a perlé, suivi d'un prénom prononcé avec trop d'intimité, Léo. J'ai laissé un billet sur une console. Nous devons parler. Ce qui est caché brûle plus que ce qui brille. Ave. Je n'espérais rien. Pourtant, à minuit moins 5, exactement, mon téléphone a vibré. Un message, pas de signature. Montpensier, ascenseur de service. Seul. Je m'y suis rendue, chaque pas sonnant comme un serment brisé. Dans la cabine, j'ai croisé mon reflet. La femme qui archive les secrets des autres et oublie les siens. La porte s'est ouverte sur un couloir nu. Élise m'attendait, manteau sombre, yeux où la peur se battait avec la détermination. « Vous étiez avec lui hier, n'est-ce pas ?» Sa voix n'était ni froide ni suppliante, juste honnête, ce qui m'a désarmée. « Oui », ai-je répondu. « Et vous ? Vous êtes le secret qui l'a conduit à disparaître. » Elle a hoché la tête, presque soulagée. « Ce n'est pas l'amour qu'il a perdu, Alix, c'est la promesse qu'il m'a faite. » Elle a glissé une clé fine dans ma main, plus légère que la mienne, mais plus coupante. Il existe un deuxième coffre, celui qu'on n'inventorie jamais. Si vous l'ouvrez, vous comprendrez pourquoi le pouvoir préfère la disparition à la vérité. Puis elle a ajouté à voix presque éteinte, et pourquoi je ne peux plus choisir entre le sauver et me sauver. Et, comme une ombre bien dressée, elle s'est évanouie avant que je pose la moindre question. J'ai longtemps cru que le pouvoir s'exerçait dans les hémicycles et les conseils d'administration. Mais en cherchant Léo, j'ai découvert son vrai visage. Une table ronde dans un hôtel privé, nappée de lin ivoire, où l'on échange des sourires plus tranchants que des lames. C'est là que les destins s'écrivent, dans l'opacité des verres de cognac et le silence calculé des domestiques. J'y suis entrée grâce à la clé confiée par Élise, qui ouvrait une porte dérobée derrière une tapisserie flamande. La salle était emplie d'hommes et de femmes, dont les noms circulent dans les journaux mais jamais dans les procès-verbaux. Au centre, un fauteuil restait vide, comme réservé à une apparition. J'ai compris que ce siège appartenait à Léo, ou plutôt à l'héritier qu'il façonnait selon leurs besoins. Un magnate du pétrole parlait à voix basse avec un ministre de l'économie, tandis qu'un évêque hochait la tête comme s'il bénissait une transaction. Sur la table, des dossiers scellés au ruban doré. Je n'ai pas pu en lire les titres, mais j'ai reconnu des logos d'entreprises qui dictent les marchés mondiaux. Je me suis assise dans l'ombre, retenant mon souffle, persuadée que mon intrusion finirait tôt ou tard par éclater. C'est alors qu'une vidéo a été projetée sur un écran discret. On y voyait Léo, souriant, levant une coupe de champagne, aux côtés d'Élise. Mais derrière eux, un document apparaissait fugitivement sur un bureau. Une convention minière, signée d'une main trop juvénile pour être la sienne. Des milliards de carats, des concessions africaines et surtout un sceau officiel trafiqué. Léo était devenu la caution involontaire d'un pacte qui l'écrasait.
Une femme en tailleur ivoire a pris la parole. L'héritier a fait son choix. Qu'il assume. Sa voix ne tremblait pas. Pourtant, une inquiétude traversait la salle. Léo avait disparu, et avec lui la signature qu'ils avaient tant besoin de montrer. Si l'absence s'éternisait, le cercle perdait sa vitrine. Et personne, ici, ne tolère une vitrine fissurée. J'ai compris alors pourquoi il avait parlé de promesse à Élise. Ce n'était pas un serment d'amour, mais une dette contractée envers ce cercle. En l'aimant, il avait signé 2 pactes, l'un avec son cœur, l'autre avec leur pouvoir. Les 2 se dévoraient mutuellement, et il avait choisi la fuite. Mais on ne fuit pas un cercle. On tourne en rond jusqu'à se perdre. À un moment, un sénateur a prononcé mon nom. J'ai tressailli. Alix Vaudreuil connaît les archives. Elle sait lire entre les lignes. Un murmure a parcouru la salle. Je me suis levée pour protester, mais leur regard me clouait, lourd de menaces polies. L'un d'eux a simplement dit « Alors, elle choisira son camp ». J'ai quitté la pièce, glacée de comprendre que je faisais désormais partie de l'équation. Dans le couloir, je me suis appuyée contre le mur, le cœur battant. Les échos de leur voix me parvenaient encore, étouffés mais tranchants. J'ai revu le visage de Léo, son sourire trop net, ses yeux toujours ailleurs, comme s'il pressentait cette mécanique infernale. Il avait été choisi pour incarner la continuité d'un empire, mais il avait osé introduire l'imprévisible, l'amour, l'hésitation, le doute. Et cela suffisait à le condamner. Le soir même, un message anonyme est arrivé sur mon téléphone. Le cercle n'oublie pas. Rendez-vous demain, minuit. Galerie Saphir. J'ai senti le piège, mais aussi l'unique chance d'approcher la vérité. J'ai pris la clé d'Élise, l'ai glissée contre ma peau, et je me suis promis de ne plus fuir. Si Léo s'était volatilisé, je devais suivre son ombre jusque dans les ténèbres. Le cercle du pouvoir n'était pas seulement une réunion d'intérêts, c'était une toile où chaque fil retenait un autre. En y entrant, même par accident, je devenais un fil supplémentaire. Et plus je tirais, plus je risquais de m'étrangler. Pourtant, une certitude me guidait. Retrouver Léo signifiait arracher au moins un fragment de vérité, même si cette vérité avait déjà coûté trop cher. La Galerie Saphir portait bien son nom. Un écrin de pierre froide et de verrières teintées, où l'art servait plus à cacher qu'à révéler. J'y suis entrée à minuit, l'heure où les vitrines deviennent confessionnaux. Le silence était troublé seulement par le craquement du parquet. Au fond, une vitrine exposait des diamants bleus sous verre blindé, mais c'est leur éclat mort qui m'a glacée. Ils ressemblaient à des cercueils lumineux. J'ai attendu, la clé d'Élise serrée dans ma main. Puis un homme s'est approché, costume sombre, sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il a posé un dossier sur la table basse. « Mademoiselle Vaudreuil, vous êtes au mauvais endroit. » Sa voix était douce, mais chaque mot pesait comme une menace calculée. Il m'a ouvert le dossier. Des photos de moi, prises à mon insu, suivant Léo, ouvrant son coffre. Preuve que je portais désormais une part de culpabilité. « Nous ne cherchons pas la vérité, nous cherchons l'ordre », a-t-il ajouté. J'ai compris que les pistes que je suivais étaient interdites parce qu'elles menaçaient l'illusion. Savoir où Léo avait disparu revenait à briser une mécanique de façade. On me proposait un marché, abandonner ou finir dans le même silence que lui. Mon instinct hurlait de fuir, mais mes mains tremblaient de rage. J'ai quitté la galerie et, par réflexe, je me suis rendue au quai d'Ébilly. Le yacht avait disparu, remplacé par une barge anonyme. Mais sur le quai, un éclat de tissu vert flottait encore entre 2 planches de bois. Je l'ai ramassé, un fragment de la robe d'Élise. Elle aussi avait été happée par ce cercle de disparition. Était-elle encore en vie? Ou sacrifiée comme un témoin trop voyant? Au matin, Oriane m'a contactée en urgence. Sa voix chuchotait à travers le combiné. « Alix, tu n'as plus le droit de fouiller. Des hommes m'ont interrogée. Ils m'ont demandé si tu savais pour les coffres parallèles. » Mon sang s'est glacé. Je n'avais jamais parlé des 2 clés. Mais quelqu'un, dans l'ombre, savait déjà tout. Je n'étais pas seulement en avance sur leurs pas, j'étais surveillée dans ma propre respiration. Les jours suivants, j'ai suivi des pistes interdites comme on suit des ombres. Une chambre d'hôtel réglée en espèces par un certain Monsieur L. Une villa de campagne où les rideaux étaient tirés mais où brûlait une lumière toute la nuit. Une note de restaurant signée d'un prénom raturé. Chaque fragment me rapprochait de lui, mais chaque découverte s'accompagnait d'une nouvelle menace. Les rues que je connaissais se transformaient en labyrinthe,
À l'angle de la rue de Lille, un homme en imperméable m'a intercepté. « Oubliez », a-t-il dit simplement, avant de me tendre une photo. L'image représentait Léo, assis dans une voiture, les yeux clos, entre deux silhouettes indistinctes. On aurait dit un enlèvement ou un sommeil trop lourd. Il respire encore, mais il appartient désormais à ceux qui savaient se taire. Puis l'homme a disparu, me laissant avec ce cliché comme une condamnation. J'ai cherché refuge dans la bibliothèque secrète où Léo et moi avions l'habitude de nous retrouver adolescents, parmi les livres interdits de nos familles. Là, j'ai étalé tous les indices, les photos, les lettres, les fragments de tissu. En les alignant, une carte se dessinait. Un réseau d'intérêts convergeant vers un seul nom, caché dans les initiales EV. Mais Élise n'était pas le centre, seulement le miroir. Derrière, se cachait une autorité plus ancienne. Cette piste menait à une maison de maître au bois de Boulogne, officiellement abandonnée, mais dont les fenêtres laissaient filtrer une lueur bleue la nuit. En m'approchant, j'ai entendu des voix étouffées. J'ai reconnu celle d'Élise, suppliante, puis un silence coupé par un verre brisé. Avant que je puisse entrer, 2 hommes m'ont retenu. Pas ici, pas ce soir. Leur ton n'admettait pas d'alternative. On m'expulsait de la vérité, comme on ferme une porte sur une crypte. Alors j'ai compris. Les pistes n'étaient pas interdites parce qu'elles menaient à l'inconnu, mais parce qu'elles menaient trop directement au cœur du pouvoir. Chaque indice me rapprochait d'un secret que le cercle préférait enterrer sous des couches de luxe et de peur. Et moi, obstinée, je m'enfonçais plus avant, prête à franchir la limite qu'ils imposaient. Car derrière ces interdits, il y avait Léo, et peut-être, encore, une chance de l'arracher au silence. La maison du bois de Boulogne me hantait. 3 nuits durant, j'y suis retournée, chaque fois plus déterminée, chaque fois plus consciente du piège. La 3e, j'ai trouvé une fenêtre entr'ouverte, comme une invitation ou une provocation. À l'intérieur, l'air sentait le bois humide et le cigare froid. J'ai avancé à pas lents, jusqu'à une porte blindée dont la serrure correspondait à la clé qu'Élise m'avait confiée. Le déclic du métal a résonné comme un tonnerre. Derrière, une pièce minuscule, tapissée de coffres anonymes. L'un portait le monogramme EV. En l'ouvrant, j'ai découvert un dossier plus lourd que tous les diamants du monde. Contrats signés par des ministres, photos compromettantes de soirées secrètes, relevés bancaires, transitant par des paradis fiscaux. Léo n'était pas seulement un héritier. Il était devenu le gardien involontaire d'une archive explosive. Sur le dessus, une lettre manuscrite. C'était l'écriture de Léo, nerveuse, inégale. Si tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas pu revenir. Ils m'ont utilisé, Alix, comme caution et comme victime. J'ai cru aimer librement, mais j'ai signé avec leur encre. Élise est prisonnière autant que moi. Ne la juge pas. Protège-la si tu le peux. Et si tu dois choisir, brûle ces papiers. Ils valent plus que ma vie. Mes mains tremblaient. J'ai compris que Léo avait orchestré sa propre disparition pour protéger ceux qu'il aimait, mais qu'il avait sous-estimé la voracité du cercle. Il croyait disparaître volontairement, mais le cercle l'avait effacé totalement, corps et voix confondus. Restait seulement cette vérité enfouie, trop lourde pour un seul cœur. Derrière moi, un bruit sec. Élise. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Tu vois, maintenant ?» a-t-elle murmuré. Elle m'a révélé ce que je redoutais. Le cercle voulait officialiser une alliance minière en Afrique, blanchir des fortunes sales sous le masque de la philanthropie. Léo avait tenté de dénoncer, mais il s'était retrouvé pris dans un piège qu'aucun héritier n'échappe sans se briser. Ils le retiennent, a-t-elle avoué. Pas mort, pas libre, enfermé quelque part où les miroirs ne reflètent plus. J'ai voulu hurler, mais ma gorge s'est fermée. Élise m'a tendu une photo floue. Léo, assis dans une pièce nue, regard baissé, mains liées. Pas de date, pas de lieu. Seulement une preuve qu'il respirait encore, mais qu'il appartenait désormais à un silence imposé. Nous avons entendu des pas. 2 silhouettes armées ont surgi dans le couloir. Élise m'a poussé vers une issue dérobée. « Pars, Alix, si tu restes, ils prendront la clé et ta voix. » J'ai couru dans la nuit, serrant le dossier contre moi, le cœur battant plus fort que mes pas. Derrière moi, des cris étouffés, puis un silence brutal. Je ne l'ai plus revu. Dehors, la ville semblait intacte. Les vitrines brillaient, les voitures défilaient, les rires éclataient. Personne ne voyait que sous les diamants, un héritier avait été englouti.
J'ai compris que publier ces documents, c'était signer ma propre disparition. Mais les détruire, c'était condamner Léo à n'être qu'une ombre, effacée par ceux qui se nourrissent du secret. J'ai choisi une troisième voie, cacher ces preuves dans un endroit où eux-mêmes n'oseraient pas chercher. Une crypte familiale abandonnée, sous les pierres où nos ancêtres dorment sans gloire. Là, entre deux tombes effritées, j'ai scellé le coffre dans une cavité. Je suis sortie au petit matin, le goût de terre encore sur mes lèvres, jurant de revenir un jour pour l'ouvrir avec des témoins prêts à affronter le cercle. Depuis, chaque nuit, je revois Léo, son sourire fragile, sa voix au seuil de l'aveu. La vérité est enfouie, mais elle respire, comme lui. Et moi, je marche encore dans leur salon, invitée à des dîners où l'on parle d'art et de charité, tout en sachant qu'un héritier manque à l'appel. Ils croient que je me tais, mais ma mémoire est une arme, et ce récit, mon seul acte de résistance. Il m'arrive encore de sentir son parfum dans un couloir désert, ou d'entendre son rire étouffé derrière une conversation mondaine. Léo n'est plus là, mais il habite chaque silence, chaque reflet doré des salons où l'on prétend qu'il n'a jamais existé. Sa disparition n'a pas seulement volé un héritier, elle a creusé une cicatrice dans la mémoire de ceux qui l'ont aimé. Une plaie que ni le luxe ni les promesses ne refermeront. J'ai appris que le pouvoir n'efface pas par oubli, mais par saturation. Trop de fêtes, trop de discours, trop de scandales superposés. Et dans ce tumulte, les absents deviennent des fantômes muets. Mais je refuse ce mutisme. Je porte en moi la mémoire d'un homme piégé entre l'amour et la domination, englouti par un cercle qui préfère l'ombre à la vérité. Chaque mot que je dépose est une fissure dans leur mur de silence. Alors, je vous confie ce secret, à vous qui écoutez encore. Ce récit n'est pas une conclusion, mais une passerelle. D'autres héritiers, d'autres amantes, d'autres figures disparaîtront dans les couloirs dorés du pouvoir. Et moi, je reviendrai pour vous les raconter. Abonnez-vous, restez proches. La prochaine histoire est déjà en train de s'écrire, quelque part, derrière une porte que l'on croit close.